Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection pratique en formation. Dirigée par Daniel Berthaud, Véronique Bedin, Catherine Delcroix et Michel Fournet. Coordination de la collection, Daniel Barre. La collection pratique en formation regroupe des ouvrages qui traitent de l'évolution des différents types de pratiques sociales, des contextes dans lesquels elles s'inscrivent et de leurs méthodes d'observation. Les travaux retenus répondent à 3 objectifs majeurs. Construire des cadres de référence appropriés à l'analyse de pratiques contextualisées, étudier les interactions entre pratiques individuelles et organisationnelles dans des systèmes d'activités différenciés, formation, travail social, professionnalisation, développement local. Enfin, enrichir les savoirs et pratiques en formation tout au long de la vie selon une approche pluridisciplinaire. Dernière parution. Sous la direction de Laetitia Progin, Jean-François Marcel, Daniel Perisset, Maurice Tardif, Transformation S de l'école, Vision et division du travail 2015. Coordonné par Dominique Broussal, Pascal Ponte et Véronique Bedin, Recherche, intervention et accompagnement du changement en éducation, 2015. Sous la direction de Richard Etienne, Jean Vinet, Josiane Vitali, Quelle formation professionnelle supérieure pour les arts du cirque, 2014. Coordonné par Véronique Bedin, Conduite et accompagnement du changement. Contribution des sciences de l'éducation, 2013. Sous la direction de Bernard Calmette, Didactique des sciences et démarches d'investigation, 2012. Sous la direction de Bernard Fraisse, Les sciences de l'éducation dans les champs de formation, 2011. Patrick Saramon, Penser ou repenser les ZEP ? De la discrimination positive au recul institutionnel, 2003. Sous la direction de Daniel Guy, Dopage et protection des jeunes sportifs. Éléments pour une prévention de proximité, 2002. Sous la direction de Jean-François Soulet et Éric Castex, L'informatique dans l'enseignement de l'histoire et de la formation des historiens, 2001. Avant-propos. Penser ensemble les politiques de jeunesse, un temps d'arrêt indispensable. Patrick Kanner. La complexité de notre monde actuel, son caractère éminemment incertain, rendent la lecture de notre époque difficile. Nos modes de vie, de communication, nos horizons d'espérance, notre foi humaine en un monde à nos pieds, tout cela a changé et nous peinons à en prendre la mesure. Pourtant, la mission première de l'exercice politique, avant de tenter d'orienter ce monde, est d'en livrer une vision claire et cohérente. Or, nous, hommes politiques, sommes parfois un peu démunis dans ce travail d'explicitation. Certains ne s'embarrassent pas de cette mission et simplifient jusqu'à trahir et promettre l'intenable. Pour les autres, ceux qui, les plus nombreux, refusent de tromper sur la complexité et l'ampleur des défis, la tâche est immense. Pour tous ceux-là dont je suis, le travail de recherche est précieux et indispensable. Les chercheurs et les intellectuels qui s'engagent dans la réflexion sur la jeunesse contemporaine, ses évolutions, ses aspirations, nous offrent des clés de lecture et nous permettent d'exercer des choix. Ils nous offrent des temps trop rares de réflexion et de prise de recul, qui, confrontés avec la pratique de terrain et les enseignements qu'on en tire, riches, complexes, évolutifs, et avec le travail et le vécu des jeunes eux-mêmes, donnent une cohérence à l'action publique. C'est pourquoi je tenais à participer à l'introduction de cet ouvrage qui reflète la volonté de la mairie de Colomiers non seulement de donner à voir ses politiques de jeunesse, mais aussi de donner à penser la politique en direction des jeunes, en rassemblant tous les acteurs, au premier rang desquels les jeunes eux-mêmes. C'est en effet grâce à l'intelligence collective que l'on peut construire la confiance. Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Présentation des auteurs. Cédric Aïtali est docteur en sciences de l'éducation, à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Ses travaux de recherche portent sur les dispositifs hors classe et leurs formes de contribution aux apprentissages. Anciennement, chef du service loisirs éducatifs et coordonnateur du projet éducatif territorial pour la ville de Colomiers, il est en contrat postdoctoral co-encadré par le laboratoire LLA Creatis et l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, UMREFTS, et s'intéresse au congrès en tant que macro-dispositif de formation. Lucie Ossel est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse, France.
Ses travaux de recherche, effectués dans l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, UMR-EFTS, Université de Toulouse, portent sur l'accompagnement du changement en éducation et formation. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de recherches-interventions portant sur l'évaluation de dispositifs et de macro-dispositifs de formation innovants. Anne Barrère est sociologue, professeure des universités à Paris-Descartes et membre du laboratoire Sorbonne Paris-Cité. Ses travaux de recherche portent sur le travail à l'école, vu du point de vue de différents acteurs, élèves, enseignants, chefs d'établissement, et sur l'articulation de la culture scolaire et de la culture juvénile. Derniers ouvrages parus, École et adolescence, Patisse, de Bock, 2013, en codirection avec François Mérès, L'inclusion sociale, les enjeux de la culture et de l'éducation, Paris L'Harmattan 2015. Véronique Borde est maître de conférences HDR en sciences de l'éducation à l'Université Toulouse Jean Jaurès, rattachée à l'unité mixte de recherche éducation formation travail savoir et à l'entrée 3, professionnalisations éducation. Dans ses différents travaux, Véronique Borde cherche à comprendre de l'intérieur la prise en charge de la jeunesse, la mise en œuvre des politiques en direction de l'enfance et de la jeunesse, et les processus de socialisation à l'œuvre dans les espaces d'éducation hors de l'école. Elle développe une approche socio-ethnographique qui l'amène à observer les terrains de recherche qu'elle étudie. Elle utilise le courant de pensée de l'interactionnisme. Philippe Briançon est 5e adjoint à Madame le maire délégué au sport, à la santé et au développement associatif à la mairie de Colomiers depuis 2014. Sur le mandat précédent, il était adjoint au sport. Il est également conseiller régional depuis 2013. Dominique Broussal est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Toulouse, France. Membre de l'unité mixte de recherche éducation formation travail savoir, UMR-EFTS, il co-coordonne avec Philippe Sahuc, maître de conférences à l'ENFA, l'entrée thématique, conduite et accompagnement du changement. Ses travaux de recherche s'intéressent aux changements auxquels un certain nombre d'acteurs, de professions ou d'organisations se trouvent confrontés. Les composantes culturelles, identitaires ou axiologiques de ces transformations, qu'elles soient voulues ou imposées, font l'objet d'une attention particulière. Considérant les démarches de recherche-intervention comme des formes possibles d'accompagnement du changement, la question des conditions épistémologiques et méthodologiques de cet accompagnement ainsi que celle de l'acceptabilité sociale et scientifique d'une posture critique assumée, constitue un deuxième axe d'étude. Cathy Clouscar-Martinato est 4e adjointe à Madame le maire déléguée à l'éducation à la mairie de Colomiers depuis 2014. Sur le mandat précédent, elle était adjointe déléguée à l'éducation et à la citoyenneté. Christophe Dansac est maître de conférences hors classe à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Il est en poste au département carrière sociale de l'UE de Figeac, où il enseigne principalement la psychologie. Membre de l'équipe organisation non orientée vers le profit et gouvernance, ONOPG, du laboratoire pluridisciplinaire du Nord-Est Midi-Pyrénées, LRPMIP, il est aussi associé à l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, dans laquelle il contribue à l'entrée 3 professionnalisations éducation. Ses recherches portent sur le bénévolat, le monde associatif, la participation et l'animation socioculturelle. Christine Frot, directrice de la mission locale au Périgord depuis 2001 et membre du GAL. Acquise au fondement de l'éducation populaire, elle a exercé plusieurs postes en responsabilité en milieu urbain, puis elle a découvert le Périgord vert et a retrouvé la même nécessité d'accompagner les jeunes dans leur prise de parole et dans la construction de leur propre citoyenneté. Elle travaille avec les acteurs locaux pour conduire ce travail de fond, associations, centres socioculturels, DDS-CPP, etc., et mobilise les ressources et la réflexion du programme Leader. Dominique Gély a été directeur général adjoint des services de la ville de Colomiers de 2001 à 2016. Il est désormais directeur adjoint de l'Agence technique départementale de la Haute-Garonne. Il collabore à plusieurs formations et intervient au CNFPT. Il est l'auteur d'articles dans la presse spécialisée, collectivité locale juridique. Il a publié le parrainage des élus pour l'élection présidentielle aux éditions L'Harmattan, en 2011.
Mélanie Gambino est maître de conférences en géographie à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Ses travaux de recherche, effectués dans l'unité mixte de recherche Liste Dynamique Rurale, portent sur les dynamiques socio-spatiales des territoires ruraux français. Ses recherches traitent des relations entre ville et campagne et des modes d'habiter dans les territoires ruraux. Cathy Guichetot est titulaire du diplôme de l'IEP d'Aix-en-Provence et du DESS. Aménagement et collectivité locale, de l'Université de Rennes 2. Après une expérience de 3 ans à la ville de Créteil, 94, en tant que directrice adjointe de l'urbanisme opérationnel, elle occupe actuellement le poste de directrice du développement urbain et du territoire de la ville de Colomiers depuis 2008. Elle coordonne des domaines transversaux tels que la planification urbaine, la préservation de l'environnement, le développement de la politique de la ville et les projets de renouvellement urbain, l'offre diversifiée de l'habitat et l'agenda 21. Marie-Madeleine Gurneid est doctorante en sciences de l'éducation au sein de l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, EFTS, de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès et chargée de mission de l'Observatoire Vivre sa jeunesse, à la mairie de Colomiers. Elle mène une recherche-intervention dans le cadre de son doctorat sur la circulation des savoirs pluriels au sein de cet observatoire. Cette recherche-intervention est contractualisée par une convention industrielle de formation par la recherche, CIFRE. Catherine Hugonnet est depuis le 1er janvier 2012 déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, DRDFE, auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées dont elle est la conseillère technique. Elle assure la promotion des mesures destinées à garantir cette égalité dans les domaines économiques, social, éducatif, culturel et politique, et à faire respecter les droits des femmes dans la société ou préserver et restaurer leur dignité. Marie-Christine Jaillet est directrice de recherche au CNRS au Liste, Université de Toulouse 2. Elle s'intéresse aux transformations des villes contemporaines. Elle poursuit des travaux sur la périurbanisation, mais également sur les politiques de la ville et la requalification des quartiers en difficulté. Elle anime actuellement le réseau français des chercheurs qui travaillent sur le logement et l'habitat, REHAL, et co-anime une plateforme de coopération, l'IDV, Institut de la ville, qui réunit à Toulouse les chercheurs de toutes disciplines travaillent sur la ville ou dont les travaux contribuent à éclairer la fabrique urbaine. Elle assume également la présidence du CODEV, Conseil de développement, de Toulouse Métropole. Michel Lac est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Anciennement animateur professionnel, il est responsable de la licence professionnelle Intervention sociale, spécialité animation, élu à l'UFRC et à l'UMREFTS. Ses travaux portent notamment sur les phénomènes de formation et de professionnalisation dans le champ de l'intervention sociale à partir des concepts de représentation sociale et professionnelle, d'implication professionnelle et de manière plus générale, de l'ensemble des théories de la psychologie sociale. Il est aussi engagé dans un espace de culture autogéré à Toulouse. Laurent Lardeux est docteur en sociologie, diplômé de l'Université Lyon 2 et chargé d'études et de recherche à l'INGEP où il travaille sur les questions en lien avec la thématique de l'engagement des jeunes, des activités politiques transnationales des jeunes issus de l'immigration, ou encore celle des dispositifs de participation. Il est également membre du réseau européen PEYR, Pool of European Youth Researchers, Conseil de l'Europe Union européenne et chercheur associé au laboratoire Triangle, INS de Lyon, UMR 5206, où il poursuit des travaux de recherche sur la question des migrations forcées. Patrice Laurençon est coordonnateur de structures de loisirs pour le service loisirs éducatifs de la mairie de Colomiers. Il est notamment chargé de développer le projet visant le public préadolescent sur les accueils de loisirs de la ville. Il axe son travail sur la notion d'implication des publics en développant le principe de co-construction de projets, public professionnel. Marie Lebas est animatrice d'ateliers médias pour l'association radio.com unique. Issue de l'éducation populaire, diplômée de l'école de journalisme de Marseille, EJCM. Elle part du principe que la perception du monde est différente pour chacun, et qu'il est important que l'on comprenne les différents points de vue. Elle milite et agit pour que la parole des anonymes soit diffusée et entendue.
Assia Mahameri est enseignante coordinatrice des musiques actuelles amplifiées, au sein du Conservatoire de Colomiers. Musicienne intervenante et enseignante spécialisée, elle développe l'autonomie des jeunes pour favoriser leur intégration dans les pratiques amateurs et vivantes sur le territoire. Ludivine Manrique est une jeune de 23 ans, animatrice en ALAE et en centre de loisirs sur la ville de Colomiers, ainsi qu'étudiante en Master 1 en sciences de l'éducation à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Jean-François Marcel est professeur en sciences de l'éducation à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Il est responsable de l'offre Master du département des sciences de l'éducation et de la formation. Il a précédemment exercé à l'ENFA de Toulouse, où il avait la charge de la direction de la recherche. Il dirige l'unité mixte de recherche éducation formation travail savoir, UMREFTS. Ses recherches portent sur le travail enseignant, le développement professionnel et sur les dynamiques de changement au sein des institutions d'enseignement et de formation. Thérèse Moisan est deuxième adjointe à Madame le maire déléguée aux solidarités, aux seniors et aux citoyens en situation de handicap à la mairie de Colomiers depuis 2014. Sur le mandat précédent, elle était adjointe avec les mêmes fonctions. Aïssam Moussaoui est conseiller municipal chargé des actions vers la jeunesse et des sports urbains à la mairie de Colomiers depuis 2014. Corinne Perry est directrice adjointe en charge de la planification urbaine au sein de la direction du développement urbain et du territoire de la mairie de Colomiers. En charge du pôle urbanisme opérationnel, instruction du droit des sols, elle a, en lien avec la directrice, une vision globale d'aménagement du territoire corrélée avec les réglementations afférentes. Cyril Pomès est auteur de bandes dessinées. Il a publié en 2013 Le Printemps des Arabes, aux éditions Futuropolis avec un universitaire spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb, Jean-Pierre Filiu. Il participe également à de nombreux albums collectifs. Il a récemment réalisé un web-documentaire pour Arte Reportage sur la jungle de Calais. Philippe Rimbaud est professeur agrégé de droit public et directeur de Sciences Po Toulouse depuis 2010. Spécialiste de droit de l'éducation et des politiques publiques éducatives, il intervient régulièrement à l'École supérieure de l'éducation nationale et accompagne en tant qu'expert le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour la mise en place du projet éducatif local dans le cadre du transfert de la compétence éducative. Lou Rib est en 3e au Collège Voltaire de Colomiers. Elle participe à la web radio des jeunes de Colomiers avec radio.com unique depuis 3 ans. Sophie Ruel est maître de conférences en sciences de l'éducation au sein de l'unité mixte de recherche éducation formation travail savoir, UMREFTS, de l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Ses principaux thèmes de recherche s'inscrivent dans une approche sociologique et portent sur le processus de socialisation au cours de l'enfance et de la jeunesse. Une attention spécifique est accordée à la question du genre. Elle collabore au programme RIGEFEX, Réseau interdisciplinaire genre éducation et formation à l'égalité entre les sexes, soutenu par la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse, MSHST. Sarah Sanchez est en 3e au Collège Voltaire de Colomiers. Elle participe à la web radio des jeunes de Colomiers avec radio.com unique depuis 5 ans. Arnaud Simion est premier adjoint à Madame le maire, délégué à la démocratie locale, la jeunesse, la citoyenneté et la laïcité à la mairie de Colomiers depuis 2014, vice-président du conseil départemental chargé de l'action sociale, enfance et jeunesse depuis 2015 et père de 2 enfants de 18 et 13 ans. Raphaël Ourbina est un jeune adulte engagé dans la politique locale de jeunesse. Anciennement président d'associations de lutte contre les discriminations, axé sur la responsabilisation et l'accompagnement de jeunes au sein de leur cité scolaire, il est un auto-entrepreneur en devenir dans le domaine socio-sportif. Cécile Vacher est maître de conférences au département carrière sociale de l'U de Figeac, Université Toulouse Jean Jaurès. Elle est rattachée à l'équipe organisation non orientée vers le profit et gouvernance, ainsi qu'au groupe local de recherche pluridisciplinaire du Nord-Midi-Pyrénées. Elle travaille sur la gouvernance des associations, le bénévolat, l'intervention sociale et les problématiques de jeunesse. Valérie Vallès est chef du service Relations Population et Coopération Intercommunale, à la ville de Colomiers depuis septembre 2012.
Elle a précédemment assuré la coordination du programme européen de développement rural Leader Périgord Vert en Dordogne, pendant 10 ans. Un programme qui avait pour ambition d'améliorer l'attractivité du territoire, par le maintien et le développement des services aux familles et aux jeunes. Cette mission l'a ensuite conduite à impulser et à coordonner pendant 3 ans une démarche départementale d'accueil de nouvelles populations, et l'animation d'un réseau d'élus sur le développement durable en Dordogne. Caroline Vaucher est 8e adjointe à Madame le maire déléguée au projet éducatif territorial. Elle est professeure d'anglais en lycée professionnel. Charlotte Veillon est en 4e au collège Voltaire de Colomiers. Elle participe à la web radio des jeunes de Colomiers avec radio.com unique depuis 4 ans. Jérôme Vidali est ingénieur, directeur adjoint en charge du développement durable du territoire, responsable environnement et déplacement au sein de la direction du développement urbain et du territoire de la mairie de Colomiers. Il s'attache à essaimer la culture du développement durable dans les projets colomérins et à faciliter les déplacements notamment en développant les modes actifs. Thibaut Violante a 20 ans et habite Colomiers. Élève de terminale, il suit des cours par correspondance en vue d'obtenir son baccalauréat. Passionné de politique, il s'engage à l'UMP en 2011 mais décide par la suite d'arrêter le militantisme et de se consacrer à d'autres activités, comme son engagement dans le groupe de l'Observatoire Vivre sa jeunesse. Joël Zafran est professeur de sociologie à l'Université Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim, CNRS UMR 5116 IEP de Bordeaux et Université de Bordeaux. Ses travaux portent sur l'adolescence ainsi que le décrochage scolaire. Il a publié notamment Le temps de l'adolescence. Entre contraintes et liberté aux presses universitaires de Rennes. Nous tenons à remercier Carole de Redon et Dominique Ségui, assistantes de direction à la mairie de Colomiers, pour l'aide précieuse dans le travail de mise en page. Nous remercions également l'ensemble des relecteurs qui ont pris le temps de corriger les dernières coquilles. Tribune afin que des jeunesses. Jean-François Marcel. Cet ouvrage s'inscrit dans le prolongement des 2 journées d'études, débats d'idées et festivides, et bien sûr dans le prolongement de la recherche-intervention, Marcel 2015, Broussal, Ponté et Sperluette-Bedin 2015, consacrée à l'élaboration, à la mise en place et à la pérennisation de l'Observatoire du Vivre sa jeunesse à Colomiers. Selon des modalités et des stratégies différentes et d'ailleurs complémentaires, ils se fondent tous les 3 sur le même principe et se mettent au service du même objectif principal, la production et la diffusion de savoir sur, pour, par et avec la jeunesse. Pour ce faire, ils organisent des dialogues, des confrontations, des synthèses entre des savoirs divers et hétérogènes relatifs à cet objet. Citons les savoirs scientifiques, produits par la recherche, les savoirs des professionnels des différents services qui ont la charge de la jeunesse, ceux des élus qui construisent et opérationnalisent les politiques jeunesse, ceux des associations culturelles, sportives ou d'éducation populaire, ceux des organismes gérant la santé, le logement, l'emploi ou le quotidien des jeunes et bien sûr, les savoirs des jeunes eux-mêmes sur leurs pratiques, leurs stratégies, leurs aspirations. Pour que ces savoirs, émanant de sources différentes, résultant de processus d'élaboration diversifiés et relevant de régimes de légitimité disparates puissent interagir, s'inscrire en complémentarité ou en désaccord, se prolonger ou se réguler, encore faut-il que soient réunies les conditions de leur dialogue. Le principal défi de cet ouvrage est d'abord de contribuer à réunir ces conditions. Il s'agit, comme l'indique le titre, d'offrir une tribune à ces savoirs. Nous proposons même un pas supplémentaire en reprenant un autre sens de tribune, celui des gradins des arènes sportives. En effet, la confrontation des savoirs requiert préalablement de les rendre accessibles et disponibles avant de relever tout simplement du débat public, et les 3 dispositifs l'attestent bien. Dès lors, si le terme tribune renvoie au singulier à l'espace d'expression, ici, il renvoie aussi au pluriel, à un espace public assez proche de l'agora, cet endroit de la Grèce antique où étaient regroupés à la fois les sièges des instances politiques et les échoppes de commerçants, un espace où la frontière entre acteurs et spectateurs serait toutefois abolie. Une tribune parmi des tribunes ne suffit pas à faire dialoguer les acteurs, et qui plus est à faire circuler leurs savoirs respectifs, encore faut-il que des interrelations s'établissent, que des interactions se développent. C'est la seconde partie du titre.
nous espérons que des jeux naissent, des jeux interactifs s'entendent, des jeux par, sur, pour et avec la jeunesse. 1. De connaissances éparses à des savoirs partagés. La jeunesse est une thématique naturellement proche pour la plupart des gens. Tout le monde est ou a été jeune et fréquente de nombreux jeunes dans ses cercles familiaux, amicaux ou sociaux. Tout le monde sait des choses à propos des jeunes et ces connaissances s'alimentent certes à l'expérience, mais charrient un certain nombre de valeurs ou d'a priori et recourent souvent à des catégorisations ou des généralisations partielles ou hâtives. Par ailleurs, ce que l'on sait sur les jeunes nécessite rarement d'être formalisé, communiqué ou explicité. Dans ce sens, nous avons plutôt affaire à des connaissances qu'à des savoirs. Ces connaissances entretiennent parfois une forte proximité avec l'action. C'est ici le cas des professionnels ou des militants qui travaillent au quotidien avec les jeunes mais aussi des élus qui élaborent et mettent en œuvre des politiques de jeunesse. Le cas des connaissances des jeunes est un peu différent, car il ne correspond plus à une sphère particulière de leurs activités comme la sphère professionnelle, mais à l'ensemble de leurs pratiques, travail, logement, transport, loisirs, relations, etc., à l'ensemble de leur quotidien ou de leur vie. Une troisième catégorie heuristique est également mobilisée ici. Il s'agit des savoirs scientifiques, ceux produits par la communauté scientifique comme ceux produits spécifiquement dans le cadre de l'observatoire. Au-delà des modes de légitimité différents, sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard, nous devons relever que les modalités de production, ici la démarche scientifique, incluant à la fois l'exigence de la transparence et un volet de diffusion, débouchent directement sur la production de savoir. Ce rapide survol de ce que savent les acteurs sur les jeunes met clairement en évidence une hétérogénéité dans les degrés de formalisation de ce qui est su, dans certains cas, en lien étroit avec l'action ou avec l'usage, nous avons plutôt des connaissances tandis que la démarche scientifique produit généralement des savoirs. Sur la base de ce constat, une des fonctions principales de l'ensemble du projet est de permettre, faciliter voire accompagner la formalisation des connaissances. La communication publique, orale ou écrite, au sein de l'observatoire, de cet ouvrage ou de Festivide, tout comme les échanges et les débats qui l'ont prolongé participent de ce processus d'objectivation, voire de co-construction des savoirs. 2. Des dynamiques de circulation. Pour que des jeux naissent et que des dynamiques de circulation des savoirs puissent s'initier et se développer, nous avons défendu deux principes fondateurs. Le premier est le rejet de toute hiérarchisation a priori des savoirs. Chaque savoir est doté d'une légitimité pour l'action, l'usage, la science, ce qui lui donne le droit d'être exposé publiquement, d'être respecté, mais aussi le devoir d'être l'objet de débats parfois contradictoires. Le savoir scientifique, même s'il est mieux formalisé de par ses modalités d'élaboration, nous l'avons vu, ne bénéficie d'aucune prérogative particulière et entre dans l'arène, au même titre que des savoirs élaborés à partir de l'expérience professionnelle ou des usages quotidiens. Ce premier principe doit se traduire par une vigilance particulière par rapport à l'expression et à la prise en compte des savoirs des jeunes. C'est une caractéristique forte de ce projet et il convient de la préserver, d'éviter une dérive qui indexerait le savoir au statut social de son porteur. Dans ce cas-là, le jeune se trouverait dans une tacite infériorité assez habituelle par rapport aux adultes, avec un glissement du type « de toute manière les adultes savent » et la hiérarchie serait réinstaurée. Le second principe est celui de l'hétérogénéité. Dans le prolongement du projet d'objectivation des connaissances vers les savoirs, il est important d'une part d'éviter les entre-soi qui véhiculent trop facilement de nombreux allants de soi. Il est aussi important que leurs approches de la jeunesse, en lien avec leur mode de production, puissent se confronter, se compléter, se réguler. Au-delà des avancées déjà développées par les néo-piagétiens dans leurs travaux sur les conflits socio-cognitifs, c'est une lecture plurielle de l'objet jeunesse qui est visée. 3. La stabilisation des accords, une légitimation délibérative. Les débats et les controverses sont importants, mais l'accès à une synthèse commune et partagée l'est tout autant. Comment déboucher sur des accords à partir de savoirs élaborés selon des modalités diverses, à partir de points de vue différents et portés par des acteurs sociaux aux statuts divers? Nous avons vu que les processus d'explicitation et de formalisation,
qui correspondait à la traduction de connaissances en savoir et permettait ainsi de les rendre publics, fournissait une première contribution, au moins en termes de spécification et de précision. Pourtant c'est dans et par les échanges, les débats ou les controverses que pourront s'élaborer ces accords. Pour ce faire, il convient sans doute de dépasser l'approche socio-cognitive pour privilégier le champ de la négociation. Nous ne développerons pas ici les mécanismes ou les avancées que permet la négociation. Strauss, 1992, l'a théorisé de manière remarquable. Nous reviendrons en revanche sur le statut des savoirs sur lesquels s'établissent les accords, ceux qui composent la synthèse des savoirs sur la jeunesse, et sur le vivre sa jeunesse, produit dans et par ces trois dispositifs. Même s'il est difficile de caractériser la nature de ces savoirs, nous pouvons accepter le fait que ces savoirs sont pour le moins métissés, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent pour partie d'un savoir pur, élaboré par une seule catégorie d'acteurs pour composer, au travers des débats et par des négociations, avec les autres savoirs pour partie complémentaires et pour partie concurrents. Se pose alors la question de la légitimité de ces savoirs qui s'émancipent des formes habituelles de production de savoir, théorisation de l'expérience, des usages, démarches scientifiques, pour ouvrir une nouvelle voie. Il s'agit en fait de savoirs de second niveau, des savoirs négociés à partir de savoirs de niveau premier et portés par chaque catégorie d'acteurs. Dès lors, leur légitimité repose sur l'accord qu'ils recueillent auprès des acteurs concernés, riches de leur diversité et de leurs différences. Ce socle, co-construit par échange et déplacement, autorise à parler de légitimité délibérative de ces savoirs. Leur validité est d'abord collective, mais nous acceptons le pari que cette caractéristique n'affecte en rien l'efficacité de ces savoirs, notamment dans leur mobilisation dans le champ professionnel ou dans le champ politique, voire dans le champ scientifique. 4. La structure de l'ouvrage. Nous avons vu que ce projet reposait sur l'objectivation, ici aidée par l'écriture, et sur la confrontation de savoirs diversifiés sur la jeunesse, et sur le vivre sa jeunesse. La structure de l'ouvrage est pensée sur ce principe. Chaque partie initie le débat par une introduction, offre ensuite une tribune à des acteurs différents, porteurs de savoirs hétérogènes sur ces questions, des chercheurs, des professionnels, des jeunes, des élus, tandis qu'une synthèse finale permet de mettre ces savoirs en discussion et d'élaborer les bases des accords, sans occulter d'éventuels désaccords. Chacune de ces parties est bien pensée pour faire en sorte que les jeux naissent. Nous ne reviendrons pas sur chacune des contributions à l'ouvrage, puisque les introductions de parties prendront cette tâche en charge de manière plus efficace. Nous nous attarderons en revanche sur les thématiques de ces parties et sur ce qu'elles donnent à voir du « vivre sa jeunesse ». La question du temps libre des jeunes, partie 1, est presque caricaturale dans la mesure où elle colle un peu trop facilement à l'image négative du jeune insouciant, peu sérieux, plutôt enclin à traîner, de préférence en groupe ou en bande, au lieu de travailler, au sens large du terme, ou de se consacrer à des loisirs jugés intelligents par les adultes vecteurs de cette caricature, d'autant que ces jeunes désertent allègrement les dispositifs pourtant bien pensés pour eux. Or, cette question est bien moins légère qu'il n'y paraît. Déjà la question du temps libre touche à la liberté, et nous voyons que les jeunes sont particulièrement victimes de remise en cause de cette liberté à l'aide de nombreux conseils et préconisations visant à la restreindre. Pourtant la majorité des jeunes est très occupée. Pour s'en persuader, il suffit d'examiner la journée d'un lycéen ou d'un étudiant, le temps passé dans l'établissement et le temps consacré au travail personnel. Si nous rajoutons, surtout pour les étudiants, un petit boulot pour avoir quelques subsides complémentaires, le temps libre est vraiment très réduit, sans doute beaucoup plus que celui de ces adultes qui ont des velléités de le circonscrire. L'autre cas, encore plus inquiétant en termes de temps libre, est celui des jeunes qui sont condamnés à ce temps libre, ceux qui errent entre Pôle emploi et les agences d'intérim à la recherche d'un vrai temps travaillé. Ceux-là ne revendiquent pas le temps libre, ils le subissent, ils en sont victimes. Et la question devient encore plus délicate quand on connaît les conséquences du chômage chez les jeunes. Problèmes de santé, d'insertion sociale, risque de marginalisation ou de délinquance, etc. Mais dans ce cas, les adultes pourtant volontiers donneurs de leçons détournent alors le regard. Vous constaterez que finalement, cette première partie a bien d'autres ambitions que de taquiner un poncif. Par ailleurs, contrairement à certaines dérives de l'action politique, elle ne limite pas la jeunesse à son temps libre,
mais mobilise des thématiques et parties complémentaires pour assumer de rendre compte du vivre sa jeunesse. L'engagement des jeunes et leur participation à la vie locale, partie 2, constitue à l'inverse une facette assez occultée de l'image du jeune. Il est important d'aller explorer plus avant ce rapport particulier au social que constitue l'engagement, qu'il soit militant, associatif, humanitaire ou politique, il est toujours au service des autres. Bien sûr, ses formes et ses modalités ont changé. Elles ne se traduisent plus nécessairement par des prises de fonction ou de responsabilité, mais plutôt par une contribution active, assidue et finalisée mais sans doute beaucoup plus limitée en durée. Sont plutôt repérés des engagements forts et sincères, mais aussi changeants, c'est-à-dire capables d'adopter rapidement une nouvelle cause sans nécessairement renier la précédente, mais en la délaissant effectivement. L'engagement des jeunes et leur participation à la vie locale ont changé, ont évolué, se sont transformés et ces nouvelles formes et modalités méritent d'être explorées. L'espace public et l'espace symbolique, partie 3, permettent de retrouver le jeune dans la ville, dans ses loisirs bien sûr, mais aussi dans son logement ou dans ses déplacements. Les deux volets de cette partie permettent d'abord de mettre en regard d'une part l'espace public tel qu'il est pensé, urbanisme, architecture, usage, etc., et l'espace public tel qu'il est habité par les jeunes, les lieux qu'ils désertent et ceux qu'ils s'approprient, ceux qu'ils créent ou qu'ils détournent, ceux qu'ils font vivre et ceux qu'ils laissent en déshérence. Ils permettent ensuite de le mettre en perspective avec l'espace symbolique, d'une part l'espace public tel qu'il se donne à voir et les messages qu'il délivre sur la place effective consentie aux jeunes. Des espaces pour les jeunes existent-ils dans les secteurs prestigieux de la ville ou se trouvent-ils repoussés vers des secteurs périphériques, isolés ou cachés? Et d'autre part avec l'espace rêvé des jeunes, les aménagements qu'ils appellent de leurs vœux, au-delà des contraintes de faisabilité technique et des arbitrages financiers. En fait, cette partie, en investissant le lien entre les jeunes et l'espace de la ville, interroge le processus, plus ou moins intense, d'appropriation de l'espace public, c'est-à-dire l'élaboration d'un véritable territoire de la jeunesse. La mixité genrée, partie 4, est sans doute la partie la plus marquée par les évolutions sociétales, et ce, de façon relativement paradoxale, à deux niveaux. Le premier niveau concerne la distinction entre sexe et genre qui, si elle n'a rien de très récent, s'est trouvée réactivée en France à partir de débats exacerbés autour de l'homosexualité, de la théorie dite du genre dans les manuels scolaires et surtout, de l'instauration du mariage pour tous. La jeunesse se trouve au cœur même de ces débats, à la fois comme enjeu du débat, quelle jeunesse voulons-nous, mais surtout comme participant à ces débats et comme tranche d'âge prioritairement préoccupée par ces questions. Le second niveau concerne l'égalité homme-femme qui subit de sérieuses altérations et donne le sentiment que le droit des femmes régresse. Nous le relevons au quotidien, tant dans l'accès au planning familial qu'à celui plus largement de l'espace public. Les jeunes filles ont vu leur liberté de circulation circonscrite par des risques de violence de tout ordre. Il était donc important de traiter le sujet sensible, mais primordial de la mixité genrée comme marqueur de la période actuelle. La politique locale de la jeunesse, partie 5, rend d'abord compte des difficultés que la classe politique rencontre dans la prise en compte et en charge de la jeunesse. Au niveau local, celui pourtant de la proximité, les élus ont des difficultés à comprendre ce que veut cette jeunesse avec laquelle ils ont du mal à dialoguer, qu'ils ont du mal à rencontrer parfois parce qu'ils n'initient pas la démarche, mais aussi, sans doute, car elle n'est pas structurée par des formes de représentation élective, facilitantes pour l'action publique. Cette partie interroge donc l'élaboration des politiques de jeunesse et présente quelques pistes au service de nouvelles modalités de participation et de décision, comme l'Observatoire. 5. Le statut de la jeunesse dans la cité. L'ensemble de cet ouvrage et l'ensemble des savoirs partagés à propos de la jeunesse et du vivre sa jeunesse alimentent en fait une seule question. Quel statut social la cité accorde-t-elle à ces jeunes? Dans ce cadre, nous nous autoriserons à pointer quelques pathologies des adultes dans leur relation à la jeunesse. La première est de reprocher à la jeunesse de n'être pas conforme à l'image approximative que les adultes en ont construite, s'appuyant plus ou moins sur leur propre expérience doublement déqualifiée à la fois par la période révolue dans laquelle elle s'inscrit, et par la coloration positive qui accompagne les souvenirs. La deuxième est de dénoncer la très relative appétence des jeunes à l'endroit de ce que les adultes ont prévu pour eux, dispositifs, espaces, activités, etc.
La troisième est la négation déguisée d'une capacité de responsabilité. Les jeunes ne sont pas considérés comme des individus à part entière en mesure de faire des choix et des projets, de se donner les moyens de les réaliser et d'assumer leur mise en œuvre et leurs conséquences. La quatrième, sans doute transversale, est la ferme conviction que de toute manière in fine, l'adulte sait mieux que le jeune ce qui est bon pour le jeune. Notre projet s'est attaché à combattre ces différentes pathologies, d'abord en contestant, nous l'avons vu, toute hiérarchisation des savoirs, sachant de plus que ces savoirs en constituent une excellente thérapie. Enfin, notre deuxième contribution est de donner la parole aux jeunes, là encore nous l'avons dit et nous l'avons fait. Il semble toutefois manquer 2 étapes supplémentaires pour que les jeunes accèdent à un statut social conforme et digne. Ne pas se limiter à leur donner la parole, mais accepter et ouvrir des temps et des espaces pour que les jeunes prennent la parole. Ne pas se limiter à entendre ni à écouter, mais prendre véritablement en compte cette parole, c'est-à-dire accepter qu'elle soit discordante, qu'elle puisse s'opposer, influencer, modifier, mais aussi proposer ou initier. Il s'agit là non seulement d'engager les jeunes dans un dialogue paritaire, mais surtout, de les enrôler dans la sphère de l'action. À la logique de la confiscation qui prédomine et qui circonscrit la parole des jeunes, la minore, la détourne ou la néglige, il s'agit de substituer une logique de la reconnaissance. Il s'agit de reconnaître le jeune en tant qu'individu à part entière, un individu doué de raison, capable d'effort et d'initiative, prêt à élaborer des projets et à s'engager dans leur réalisation, tout à fait en mesure de prendre des responsabilités et de les assumer. En résumé, le statut du jeune ne doit pas être calqué sur celui d'un adulte pas totalement accompli, encore en devenir, mais doit accéder à celui de citoyen de plein exercice, à parité avec les autres citoyens, fussent-ils adultes. L'égalité qui est au centre du triptyque républicain devrait constituer la boussole pour l'instauration d'une démocratie de plein régime, ne reconnaissant que des citoyens, jeunes, moins jeunes ou plus âgés. Conclusion, à vous de jouer. Avec ce dernier paragraphe se découvre une visée plus ambitieuse de notre projet et de cet ouvrage. Au-delà de celle relative à la mise en jeu de savoir sur la jeunesse, s'inscrit en filigrane celle de la restauration du statut social du jeune. Le filigrane s'explique par le fait que cette restauration ne dépend bien sûr pas que de nous. Elle dépend des jeunes et des élus d'abord, mais elle dépend aussi de chacun de vous. Votre contribution à ces 2 visées sera donc la bienvenue. Nous espérons pouvoir envisager cet ouvrage comme un dispositif d'enrôlement et obtenir ainsi votre engagement, ferme, résolu et constructif au service d'abord de la mise en relation, en débat et en circulation des savoirs sur la jeunesse. Nous comptons sur vous pour que des jeunesses. Cet engagement, plus politique, au sens plein du terme, pourrait aussi concerner un soutien et un appui à la restauration du statut social du jeune, ériger un jeune en citoyen de plein exercice. Il déboucherait sur une démocratie plus ouverte, plus participative, plus fraternelle, sans doute, et plus égalitaire. Un bien beau challenge auquel nous serions heureux que ce modeste ouvrage apporte une petite pierre. Partie 1. Le temps libre des jeunes. Introduction de la partie 1. Véronique Borde. La première partie de cet ouvrage collectif est l'occasion de s'arrêter sur l'organisation du temps libre des jeunes. Cette partie laisse la place aux chercheurs, aux professionnels, à une élue, mais aussi aux jeunes. Les 2 premiers chapitres proposent une approche historique, mais aussi sociale de la jeunesse et du temps libre dont elle dispose. Mais que fait la jeunesse de ce temps libre ? Les 3 chapitres suivants s'emploient à donner des pistes, soit au moyen de la mise en place d'un observatoire et d'une étude spécifique sur le temps libre des jeunes, soit à partir d'exemples concrets d'espaces investis par la jeunesse. Le 6e chapitre donne la parole à une élue. Enfin, le dernier chapitre est l'occasion pour Véronique Borde de reprendre l'ensemble des propos pour ouvrir encore la réflexion. Anne Barrère est l'auteur de la première contribution, Les épreuves de l'autonomie juvénile. Professeure des universités en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Descartes, elle propose de dresser un portrait à froid de l'évolution de la jeunesse dans la société française. Ce que beaucoup nomment crise des jeunes pourrait bien être le reflet en miroir de la crise des adultes. Après un retour sur l'évolution de la jeunesse en lien avec l'histoire de la société française, l'auteur développe les différents seuils que doivent franchir les jeunes, non plus comme des rites de passage institués,
mais comme des défis que les jeunes sont prêts à affronter. Si la sphère scolaire pèse dans ces cheminements juvéniles, l'auteur montre comment les jeunes savent se construire et se découvrir en s'inscrivant dans une éducation buissonnière. Le temps libre devient un véritable espace permettant l'élargissement des possibles. Joël Zafran, sociologue, professeur des universités à l'Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim, pose la question de la place des jeunes dans l'espace public, une approche par le temps. Après avoir donné une définition de l'adolescence qu'il présente comme un temps de balancement entre désir d'attachement et souci d'appartenance à une collectivité, l'auteur pose l'idée d'une désaffection normale des espaces institutionnels proposés à la jeunesse. Son entrée dans un temps de socialisation secondaire lui permet de co-construire des normes dans le cadre d'échanges entre pairs. L'auteur développe ainsi l'idée que le temps libre est à garantir par les adultes, pour permettre aux adolescents d'envisager les mondes nouveaux qui s'offrent à eux. Monsieur Madeleine Gurneid, doctorante en sciences de l'éducation à l'UMR-EFTS et chargée de mission pour l'Observatoire Vivre sa jeunesse, prolonge la réflexion autour du temps libre des jeunes en s'appuyant sur l'exemple du travail réalisé au sein de l'Observatoire Vivre sa jeunesse, de Colomiers, ville se situant en banlieue toulousaine. Son chapitre, Le temps libre des jeunes colomérins à travers un observatoire, est l'occasion de poser un éclairage théorique sur le temps libre des jeunes, puis de nous donner à voir le travail de l'observatoire. Le travail d'enquête rigoureusement mené nous amène à réfléchir sur la place qu'occupe le temps libre dans la vie de jeunes colomérins, et leur usage de l'offre qui leur est faite. Ce travail de recherche permet une approche de la jeunesse du point de vue de leurs pratiques selon leurs caractéristiques individuelles et sociales. Assia Mahameri est responsable du département de musique actuelles amplifiées de la ville de Colomiers. Elle expose dans ce 4e chapitre, une autonomisation par le collectif, comment son parcours personnel l'a amené à la création de ce département, projet porté par des valeurs de plaisir et d'implication ou comment être musicien autrement. La création musicale est au cœur de ce projet, qui permet à l'individu de trouver une place dans le collectif. Ce témoignage nous permet d'apercevoir comment les jeunes, en pratiquant la musique, prennent conscience de l'importance d'apprendre à apprendre en autonomie pour donner du sens au savoir. Charlotte Veillon, Lou Rib, Sarah Sanchez et Marie Lebas, jeunes et animatrices radio, nous proposent de nous interroger sur de la web radio. Comment fait-on de la radio sur Internet quand on est jeune, accompagné par une animatrice ? Ce 5e chapitre nous propose des témoignages de jeunes sur le processus qui les a amenés à pratiquer la radio sur le web. Comment la curiosité se transforme en pratique ? Se mettre derrière un micro permet de prendre la parole, mais aussi de se rencontrer, d'échanger, de développer des compétences en matière de communication pour finalement montrer que la jeunesse peut apporter dans le débat public. Catherine Clouscar-Martinato, 4e adjointe au maire de Colomiers, déléguée à l'éducation, apporte dans ce 6e chapitre une réflexion autour de l'éducation, laboratoire des politiques enfance-jeunesse. En s'appuyant sur son parcours personnel et professionnel, le texte qui résulte d'un entretien avec Catherine Clouscar-Martinato relate comment une élue s'empare d'un dossier dont la mise en œuvre n'est pas toujours réfléchie, la question de la complémentarité des temps scolaires. À sa lecture, on comprend la difficulté pour une élue de se saisir d'outils et de défendre leurs élaborations pour cheminer vers le bien-être des enfants et des jeunes. En posant l'idée de la nécessité de renouer entre éducation scolaire et éducation populaire, le chapitre permet de comprendre une réflexion politique posée autour de l'enfance et de la jeunesse sur le temps libre comme temps éducatif. Le lecteur saisira la nécessité d'un engagement politique transversal autour des questions éducatives qui traversent l'ensemble des temps sociaux de l'enfance et de la jeunesse. Enfin, Véronique Borde, maître de conférences en sciences de l'éducation, habilitée à diriger des recherches à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, dans la synthèse de cette partie, Le temps libre des jeunes, interroge, faut-il organiser le temps libéré des jeunes, et propose une analyse au regard de ses propres travaux menés à partir d'une approche socio-ethnographique. C'est l'occasion pour elle de questionner le sens de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes lors de ces temps libérés. Faut-il amener les jeunes à reproduire l'ordre social actuel ? Ou peut-on permettre aux jeunesses de s'émanciper pour prendre place dans une société qui puisse leur ressembler ? Les épreuves de l'autonomie juvénile.
Anne Barrère. Introduction. Comment vont les jeunes? Certaines enquêtes peuvent faire sourire. Alors qu'une majorité des adultes les trouvent en crise, les sondages portant sur les jeunes eux-mêmes arrivent en général à des taux confortables d'adolescents satisfaits ou très satisfaits de leur vie. Les adultes ne projettent-ils pas leurs insatisfactions sur la génération suivante, se demande le sociologue Michel Fize, 2003. La crise des jeunes serait plutôt celle des adultes, qu'ils leur renvoient en miroir. Nous allons tenter de dresser un portrait à froid de l'évolution de la jeunesse, ce qui supposera aussi d'interroger et de mettre à distance les regards adultes, à partir d'ouvrages sociologiques et historiques, et d'une enquête récente sur les loisirs d'adolescents de 14 à 18 ans, Barrère, 2011. Nous le ferons autour de la description d'un processus central, celui de l'extension d'une autonomie culturelle, que nous déploierons d'abord dans son évolution, avant de montrer comment il peut être concrètement source d'épreuves et de tensions dans les expériences vécues par les jeunes. 1. L'extension du domaine de l'autonomie juvénile. Il nous faut d'abord remettre en perspective la situation présente de manière socio-historique. Comme le décrit bien Galland en 2007, dans son livre de synthèse, La jeunesse, âge intermédiaire entre l'enfance et l'insertion dans la vie active, connaît un double processus d'allongement et d'autonomisation culturelle. C'est en effet l'allongement des études, et la fréquentation de l'enseignement secondaire par la quasi-totalité d'une génération qui ont généralisé cette transition, autrefois seulement réservée aux étudiants bourgeois. Par ailleurs, l'émergence, à partir des Trente Glorieuses, et particulièrement autour du mouvement de 1968, de revendication de liberté morale et culturelle de la part des jeunes a durci un sentiment d'appartenance générationnelle, incarné par des choix musicaux, vestimentaires ou encore par la centralité de la sociabilité juvénile dans le groupe. Si cette toile de fond est toujours présente, la situation a néanmoins évolué à deux égards. D'une part, comme le souligne bien Olivier Galland, les frontières entre jeunesse et âge adulte n'ont en fait cessé de se brouiller, les aléas de l'insertion des jeunes et le chômage retardant encore souvent le départ du foyer familial, les ruptures éventuelles dans le domaine sentimental favorisant des allers et retours. Les événements autrefois rapprochés, départ du foyer familial, indépendance financière, mariage, premier enfant peuvent être bien plus éloignés dans le temps, pouvant donner lieu à des figures paradoxales de jeunes adultes travaillant mais cohabitant encore avec les parents. D'autre part, le conflit des générations présent dans les années 1970 est bien plus atténué, pour la bonne et simple raison que la génération de 68 est devenue elle-même une génération de parents ou de grands-parents, en partie fidèle à ses valeurs de l'époque. Ainsi, l'autonomie culturelle des jeunes d'aujourd'hui se vit sans opposition frontale avec les générations précédentes, même si bien sûr les limites et les transgressions peuvent être toujours l'objet de discussions, voire de conflits, Le Breton 2008. Enfin, autour des années 2000, on assiste à une nouvelle extension de l'autonomie des jeunes au travers d'équipements numériques qu'ils plébiscitent largement, et dont ils sont bien plus familiers que leurs parents, incarnant une autre forme de fossé générationnel. Les digital natives voient les activités traditionnelles de loisirs juvéniles s'enrichir de toutes les opportunités d'usage des téléphones portables, iPad, réseaux et navigation Internet, qui du coup peuvent englober littéralement le quotidien, mais surtout leur permettent de largement se soustraire aux contrôles adultes, même si ces derniers tentent de rester présents et d'établir des limites. Ainsi, les jeunes grandissent dans une sphère d'activités choisies multidimensionnelle, dont certaines sont formelles et encadrées par des adultes ou des institutions, pratiques culturelles, artistiques et sportives, et dont d'autres ne le sont pas comme l'écoute de musique, l'attention portée au look vestimentaire. Certaines sont fortement articulées au groupe de pairs, mais d'autres s'en dégagent et sont plus solitaires. Enfin, si quelques-unes de ces activités sont assez légitimes ou même encouragées par les adultes, comme la fréquentation d'un conservatoire musical, d'un club de danse ou de sport, d'autres le sont nettement moins comme les soirées passées sur Internet ou la recherche éperdue du t-shirt ou des chaussures à la mode. Si les adultes considèrent désormais comme légitime un espace d'autonomie reconnu aux adolescents au nom de divers impératifs de réalisation ou d'épanouissement personnel, ils expriment aussi des inquiétudes face à cette autonomie, en particulier telle qu'elle est investie dans les loisirs numériques, des inquiétudes évolutives qui remplacent en fait celles qui portaient auparavant sur la télévision ou le rock,
mais qui n'en sont pas moins parfois très intenses, méritant l'appellation de panique morale, conférée par certains sociologues, Spinball, 1998. 2. L'épreuve normative, d'habiles chefs d'orchestre. Du coup, on peut identifier 4 sphères sociales différentes entre lesquelles les jeunes circulent constamment. L'école, la famille, les pairs qui constituent une 3e sphère d'expérience, enfin les activités de loisirs, désormais de plus en plus individualisées depuis le tournant numérique. Si les 2 dernières sphères sont largement interdépendantes, elles sont également disjointes dans une certaine mesure, d'une part par le caractère individuel des supports numériques, mais aussi parce que la multiplicité des groupes et réseaux auxquels appartiennent les jeunes nécessite aussi des arbitrages entre eux. Toutes ces sphères sont socialisatrices pour les jeunes, les 2 premières au travers de ce qu'il est convenu d'appeler socialisation verticale, la 3e dans une socialisation horizontale, et la 4e métissant les 2, puisqu'y cohabitent des activités régulées par des adultes, entraîneurs, enseignants de musique, éducateurs, etc., et des activités d'où ils sont absents ou présents sans être en position d'adulte, comme dans les jeux vidéo. Mais elles entrent plus ou moins en tension ou en contradiction, obligeant certains jeunes à des arbitrages normatifs importants. On se contentera d'en citer ici quelques exemples classiques. Le premier, bien commenté par la sociologie de l'école, sera celui qui confronte le jeune à un conflit de normes entre son groupe d'amis, s'il est résistant à l'école, et son projet scolaire, l'amenant à devoir parfois s'excuser d'être bon élève ou adhérent aux normes de l'institution, collabo ou bouffon dans les termes des jeunes. A l'inverse, s'il est membre d'un groupe d'amis adhérents à l'école, ce sont ces mauvais résultats qu'il devra faire accepter, sous peine d'être vu comme un gros nul et marginalisé, Dubé et Martuccelli, 1998. Un second exemple, bien illustré par le film Billy Elliot, montre toutes les tensions possibles entre la famille et des choix d'activités, lorsqu'un garçon préfère la danse classique ou une fille le football, ce qui est le sujet d'un autre film. Le troisième exemple, lui aussi bien repéré par les sociologues qui s'intéressent au rapport entre école et famille, voir par exemple, Perrier 2005, est la confrontation du jeune à différentes modalités d'autorité plus ou moins verticales ou permissives. Suivant les enseignants, et selon les choix éducatifs des familles, il pourra à certains moments discuter la règle ou la sanction et à d'autres être interdit de le faire. Enfin, 4e exemple possible, il existe des tensions entre les choix personnels d'activité dans la 4e sphère, celle des loisirs électifs et le groupe de pairs plus ou moins autoritaire et oppressif. Contre la représentation toute faite d'un conformisme adolescent serein et accepté, les enquêtes sur la violence scolaire et le harcèlement montrent comment les adolescents sont soumis parfois à de fortes pressions du groupe ou de tel de ses membres, Cara et Fagianelli, 2011, mais aussi comment ils luttent pour s'en émanciper. Dans l'enquête, ces 2 phases sont assez souvent mises en parallèle avec le collège, moment de la pression, et le lycée, moment de l'émancipation ou de l'appartenance à des groupes plus ouverts et tolérants. On peut alors parfois tenir secret un loisir ou une passion, un goût musical, ou encore l'assumer pour se singulariser à l'intérieur du groupe, Barrère 2011. Mais il s'agit toujours d'une dialectique, dans une construction progressive de l'individualité par et dans le groupe de pairs. 3. La centralité de l'épreuve scolaire. L'autonomie juvénile rentre évidemment en tension avec les enjeux scolaires, alors même que depuis la massification, l'école est le lieu d'une inquiétude sociale accrue, en raison de ses conséquences en termes d'insertion et d'avenir. L'univers scolaire est aujourd'hui vécu comme un univers de jugement et de sélection. En effet, l'homogénéisation apparente des trajectoires scolaires cache de grandes disparités, et si l'accès général au collège et lycée paraît donner à tout l'opportunité des meilleures positions scolaires, les chances d'y accéder sont malgré tout très inégales, la situation n'évoluant guère vers plus d'égalité. Au sein même du collège unique, certaines classes de relégation subsistent pour ceux qui ne suivent qu'avec difficulté le cursus. Au lycée, la sélection se fait dorénavant par la fine hiérarchisation des filières et en leur sein, des sections, structurées vers le haut par la domination de la filière S, scientifique, et vers le bas, par la mauvaise réputation des filières professionnelles ou dans une moindre mesure technologique. La certitude qu'ont désormais tous les adolescents de jouer une partie importante de leur avenir à l'école, est à l'origine de ce que l'on peut dénommer pression scolaire,
qui se traduit très différemment suivant les élèves et suivant les contextes scolaires. Soulignons que cette pression s'exerce sur tous les élèves, même ceux qui paraissent indifférents et désinvoltes, ou ceux qui ne s'investissent pas ou peu dans leur travail. Il n'est d'ailleurs pas indifférent qu'ils définissent globalement comme décompression toute la sphère des loisirs et des pairs, qu'ils instituent par là même comme dans un équilibre implicite avec la sphère scolaire. Bien sûr, tenir ensemble les nécessités scolaires et la vie juvénile les conduit à différents arbitrages quotidiens. Si la grande majorité des jeunes sont conscients de l'importance centrale des études dans la construction d'une trajectoire sociale, beaucoup vivent dans un écart entre cette représentation et le temps de facto consacré aux devoirs le soir ou le week-end. Tous les adolescents scolarisés sont ainsi confrontés à des arbitrages temporels permanents et à la gestion d'un double agenda juvénile et scolaire. Dans une enquête antérieure, Barrère 2003, nous avions pu montrer que certains facteurs étaient des aides pour cette gestion. Par exemple, le caractère formalisé des loisirs permettait de distinguer des créneaux plus réguliers pour le travail scolaire, là où les occupations informelles ne le permettaient pas. Alors que les loisirs organisés, sport, activités artistiques principalement, finissent par constituer un agenda parallèle à l'agenda scolaire qui laisse des plages précises pour les devoirs à la maison, les sorties en ville ou dans les centres commerciaux, la télévision ou les réseaux sociaux, sont des activités sans bornes nettes qui peuvent englober tout le temps libre. L'attitude du groupe de pairs face à l'école est également déterminante, car elle peut alternativement être un tuteur ou un obstacle à la coupure nécessaire entre travail et loisirs, une coupure dont il faut d'ailleurs préciser qu'elle a tendance à se relativiser, tant se répand une polyactivité adolescente qui permet à bien des adolescents de mener de front plusieurs activités, dont le travail scolaire. Au total, ces épreuves de l'autonomie juvénile sont tôt ou tard des épreuves très personnalisées d'engagement dans le travail scolaire, variables selon le niveau, la présence d'examens ou d'orientation décisive en fin d'année et le sens global des études pour le jeune. 4. Une éducation buissonnière ? Il pourrait paraître tentant, à côté de l'épreuve normative et de l'épreuve scolaire, de définir la sphère du temps libre et des activités de loisirs comme une sphère de décompression sous le seul signe de la détente et de la recherche de plaisir. Pourtant, contrairement à certaines représentations adultes, on peut y remarquer également des tensions, souvent à la mesure de l'énorme investissement consenti en temps et en énergie. Loin d'être uniformément sous le signe du plaisir et de la facilité, elles sont des confrontations parfois difficiles aux autres, au monde et à soi-même. S'il peut être étrange de parler d'épreuve pour une sphère se présentant globalement sous l'apparence du divertissement, ce vocabulaire permet précisément de mettre à distance la double dramatisation, comme uniquement dangereuse, ou banalisation, comme futile ou facile, de cet ensemble d'activités. On peut alors le considérer comme le support de la recherche d'une excellence personnelle, comme le faisait la paideia grecque, ou d'une exploration du monde et de soi-même, à l'image de l'aventure, formation décrite par le Bild d'un roman de la littérature allemande. En fait, ces définitions à la fois larges et anciennes, de l'éducation permettent sans doute d'en comprendre mieux les enjeux et l'importance dans la vie des jeunes, et de considérer qu'elles sont partie prenante d'une auto-éducation, d'une éducation buissonnière, en marge de bien des institutions, à la croisée de certaines, et qui leur permet de se confronter à des épreuves qui à la fois les intéressent et s'imposent à eux dans ce domaine de leur expérience. À partir de notre enquête, Barrère 2011, on peut distinguer 4 épreuves. 4.1. Faire face à l'excès. Face à des opportunités d'activité devenues à bien des égards aussi illimitées que les connexions qui les facilitent ou les organisent, et alors même que les contrôles des institutions scolaires et familiales sont à géométrie variable, les adolescents font face potentiellement à une suractivité potentielle permanente. Pourtant, précisément, c'est le continent de la mesure adolescente, recouvert par notre regard d'adulte inquiet, que notre enquête a permis de découvrir. Les jeunes gèrent, comme ils le disent eux-mêmes, certes, pas de la manière dont le voudraient les adultes, sans doute en connaissant des phases d'engloutissement dans telle ou telle activité ou passion, mais au plus loin de l'addiction et d'un éloge monolithique de l'excès d'activité, et même parfois dans une vraie recherche d'équilibre. Ils connaissent les normes, n'hésitent pas à qualifier de no-life des adolescents passant trop de temps sur leur ordinateur, et mettent à distance avec ironie les conversations futiles et sans intérêt sur le net.
Ils font également l'expérience concrète de rupture dans les flux d'activité, à la faveur de vacances, de déconnexions accidentelles, d'instabilité dans les activités, ou encore d'impression de saturation personnelle. En définitive, face à l'apostrophe du trop qui est leur quotidien, ils recherchent des formes d'équilibre avec comme boussole les repères donnés par les 3 épreuves suivantes, plus qualitatives. 4.2. La recherche de la bonne intensité. À l'heure des passions ordinaires, de l'éloge de la vie intense, faite partout dans la société, les jeunes éprouvent pourtant souvent la routine et la répétitivité de vie en partie monotone. Du coup, ils sont largement en quête d'une bonne intensité qui fait oublier la routine et permet d'être à fond dans, comme ils le disent souvent, d'oublier le temps et parfois le corps. Mais il n'est pas toujours facile de garder une intensité stable dans l'activité et d'être toujours passionné. Bien des jeunes restent en attente, dans une instabilité et une envie permanente de nouveautés et de changements, que les adultes qualifient parfois sous le terme de zapping. Mais si changer d'activité est effectivement une solution si elle n'est pas suffisamment intense, les adolescents tentent pourtant d'entretenir dans la durée, lorsqu'ils le peuvent, un foyer de passion. Ainsi certains d'entre eux sont fidèles à un loisir qu'ils approfondissent, dans lesquels ils progressent tout au long des années. D'autres cherchent au contraire leur voie et procèdent par essai et erreur. Autrement dit, le maintien d'une intensité suffisante est une épreuve où les ambiances de groupe, les succès jouent un rôle, et où il s'agit de traverser des baisses de régime, frustration ou fatigue. 4.3. L'épreuve de la singularité. Face à des injonctions à être ou à devenir soi, un individu individualisé, c'est-à-dire original ou unique, mais dans une société où les vies ainsi que les consommations et les comportements sont soumis à divers processus de formatage, les jeunes ont envie de réussir leur singularité. Comme le dit Margot, 14 ans, élève de 3e en collège, « J'ai envie d'être unique, mais bon, tout le monde fait pareil que moi. » On peut distinguer plusieurs manières de se singulariser, de la recherche forcenée du détail original, à des formes de compétition sportive, amicale ou ludique, en passant par l'expressivité artistique ou vestimentaire qui amène à lire les loisirs juvéniles comme un ensemble des exercices de fabrication de soi. Cette singularité ne se forge pas, comme dans le modèle éducatif classique, en s'arrachant ou en se libérant du collectif pour affirmer sa liberté individuelle, mais bien au contraire dans le creuset de groupes à géométrie variable, à la faveur de comparaisons constantes et de l'exercice d'un jugement critique. 4.4. L'épreuve du cheminement. Enfin, une dernière épreuve vient de la confrontation des projets réalistes, auxquels oblige l'école et parfois les parents, avec les rêves plus ou moins flous et fous, nés dans la sphère des activités électives. Être star, cinéaste, chanteur, joueur de football, ou encore disc jockey, styliste, game designer ou catcheur, etc. Les adolescents sont amenés à cheminer entre obligations institutionnelles et aspirations personnelles. Que veut dire mûrir ? Faire le deuil de ses rêves, en constater l'impossibilité, ou les garder présents et s'en servir comme levier pour ouvrir les possibles ? Certains d'entre eux se mettent en tout cas en route, parfois parallèlement à des projets scolaires plus rassurants, vers ce qu'ils pensent être leur voie. Conclusion. Le passage à l'âge adulte a longtemps été pensé comme jalonné de seuils à franchir, tels que le service militaire pour les jeunes hommes ou la mise en couple, donnant parfois lieu à de véritables rites d'initiation. S'il est clairement établi aujourd'hui que ces seuils de passage se sont brouillés, que ces rites sont moins fortement structurants, que cette aventure se présente de manière très différente selon les individus, on peut sans doute retrouver dans ces défis que les jeunes ont envie d'affronter aujourd'hui traces de ces anciennes conceptions de la maturation. L'épreuve scolaire est bien sûr très importante aujourd'hui, car elle confronte les élèves à des jugements scolaires décisifs pour leur trajectoire future. Mais elle ne s'inscrit plus dans un modèle de formation assumé. On joue son avenir à l'école, mais y forge-t-on réellement sa personnalité ? Du coup, les autres épreuves prennent le relais, nées de la multiplicité des sphères dans laquelle les adolescents circulent, à la faveur d'une autonomie qui ne cesse de s'étendre. Elles permettent de comprendre comment aujourd'hui, en dehors des institutions éducatives, écoles et familles, il existe une éducation informelle, recréée par chaque jeune au fil de ses activités et de ses choix. Une éducation buissonnière où les jeunes se construisent et se découvrent,
et dont l'issue, incertaine bien sûr, c'est-à-dire ouverte, participe largement aujourd'hui à la construction des trajectoires et des personnalités des jeunes dans la société d'aujourd'hui. Si elle met sans doute en partie les institutions et les politiques publiques à l'épreuve, et en particulier l'école, il paraît difficile aujourd'hui de penser le temps libre des jeunes sans la prendre en compte, au risque de se heurter à des réticences qui alimentent des discours trop globaux sur un désengagement ou un manque d'intérêt des jeunes. S'ils ne risquent pas de renoncer à leur autonomie, ni à la confrontation au monde que permettent aujourd'hui bien de leurs activités personnellement choisies, beaucoup d'entre eux par contre, en particulier sur les territoires où les difficultés scolaires et sociales réduisent leurs perspectives d'avenir, sont prêts à élargir leur expérience et à profiter d'une ouverture des possibles qui leur serait proposée. La place des jeunes dans l'espace public, une approche par le temps. Joël Zafran. Introduction. À 12 ans, les adolescents désertent les espaces que les municipalités mettent à leur disposition. Ce constat ne laisse pas d'interroger les élus et les opérateurs sur les raisons de la défection. En effet, pourquoi les enfants fréquentent parfois assidûment les structures d'accueil, d'animation et de loisirs puis s'en désintéressent lorsqu'ils sont adolescents? En d'autres termes, pour quelles raisons les enfants y entrent et les adolescents en sortent? Pour répondre, on érige d'abord l'adolescence en objet sociologique afin de pointer la nature normale des conduites adolescentes. On articule ensuite notre objet à une théorie des temps sociaux afin d'une part d'éclairer la condition moderne des adolescents, d'autre part d'expliquer cette défection. 1. Une adolescence normale. En psychologie, deux métaphores sont emblématiques de l'adolescence, le pot de noir et le homard. La première est une expression que Winnicott, 1958, emprunte à la navigation, celle-ci illustrant une situation où l'on ne sait pas où le vent va tourner ou simplement s'il y aura du vent. C'est une zone maritime de 100 à 1000 km de large qui fluctue entre les deux tropiques, passage obligé pour tous les navires voulant aller d'un hémisphère terrestre à l'autre. Cette zone est caractérisée par une météorologie particulière. L'air y est très instable et les changements de temps sont fréquents et contrastés. Le calme plat et les grains de vent violents accompagnés de précipitations importantes s'y succèdent. La dynamique du processus d'adolescence est frappée d'instabilité, c'est le pot au noir, passage obligé où l'évolution physiologique irrémédiable se conjugue avec des fluctuations psycho-affectives chaotiques et imprévisibles. L'allégorie maritime sert à définir l'adolescence comme une zone de convergence où les choses sont rendues peu claires, voire dangereuses. Ce faisant, le problème posé par le pot au noir n'est pas de donner un sens au vent afin que les adolescents se laissent porter sans coup férir là où il les mène, mais de laisser les adolescents faire face aux problèmes qui se posent à eux. La seconde métaphore, utilisée par Dolto, 1989, est plus en lien avec le corps. Elle s'inspire du processus naturel d'évolution du homard qui, pour passer à l'âge adulte, doit abandonner sa carapace devenue trop étroite pour en acquérir une autre plus grande. Entre l'abandon de son ancienne peau et l'acquisition d'une nouvelle, l'individu perd sa protection. Il est vulnérable, ce qui le rend soit agressif, soit mutique. Du reste, cette chute favorise une découverte de soi et conduit à des expérimentations qui l'aideront à recouvrer une enveloppe. Qu'il s'agisse du vent ou de la peau, les perturbations dans les comportements sont dans les deux cas la preuve que le travail de soi par soi se réalise dans des conditions attendues, c'est-à-dire prévisibles. En sociologie, c'est moins la prévisibilité du phénomène que sa normalité, qui est au centre des analyses de l'adolescence. Dans une approche fonctionnaliste qui met l'accent sur l'adaptation réciproque et l'intégration sociale, l'adolescence est dépendante du contexte culturel et du fonctionnement du système social qui définissent les rôles sociaux et la formation de la personnalité individuelle, Parsons et Ball, 1955. Elle est une période au cours de laquelle l'individu prépare son passage de la famille d'orientation à la famille de procréation, ou si l'on préfère, du statut de fils ou fille à celui de père ou de mère. En l'espèce, les sources freudiennes de l'analyse parsonienne de l'adolescence se trouvent dans la théorie de la sexualité et l'affranchissement du désir incestueux. Ce serait l'intensité des premières pulsions sexuelles affranchies du fantasme de l'inceste, qui plongerait l'adolescent dans une situation de tension et de crise spécifique à cette période de la vie. Dans le même temps,
une distance critique aux objets d'attachement s'établit. La modification brutale et rapide du corps de l'enfant a pour effet une aptitude à agir selon sa vie pulsionnelle marquée par la sexualité et l'agressivité, dans le même temps à délaisser sa dépendance à la famille et aux adultes, Jean May, 2007. Le besoin de se différencier se fait ressentir conjointement au besoin de s'appuyer sur les autres. L'ambivalence constitutive de l'adolescence est dans ce lien entre la dépendance et l'autonomisation. Cette ambivalence se double aujourd'hui d'une difficulté à satisfaire rapidement et collectivement le besoin d'autonomie. En effet, alors que dans les communautés traditionnelles, les cérémonies et les rites de passage assuraient une reconnaissance immédiate de l'appartenance aux adultes, les sociétés modernes repoussent à un horizon plus lointain les seuils d'accès à l'âge adulte. Parmi les causes de ce report, la massification scolaire et l'allongement du temps des études contribuent à construire l'adolescence par des modes de socialisation scolaire organisés autour d'une définition sociale du temps de formation. On assiste à une juvénisation de la société due à la désynchronisation des étapes d'entrée dans la vie adulte, Chamboredon, 1985, et l'installation durable des adolescents dans un système de relations sociales distinct de la famille et des adultes. Une grande part de la culture adolescente s'élabore dans le système scolaire qui prépare l'adolescent au rôle d'adulte, mais dans une situation d'incertitude statutaire puisque l'âge adulte advient plus tardivement et que la représentation du statut d'adulte a changé. Elle est passée d'une indépendance matérielle à acquérir une autonomie identitaire à construire selon un processus long et inachevé, Van de Velde, 2008. L'importance du groupe de pairs intervient lorsque les unités familiales et de parenté ne peuvent pas conférer le plein statut d'adulte aux jeunes générations. Celui-ci assure une protection par la fonction de coquille entre l'adolescent et son environnement. Parmi les pairs, il endosse de nouveaux rôles, éprouve de nouvelles situations et par ce biais intériorise les normes des systèmes d'interaction extrafamiliaux, Eisenstadt, 1956. La nature sociale de ces expérimentations permet d'établir un lien d'interdépendance fonctionnelle entre le groupe de pairs et la société. Il faut donc voir la culture adolescente moins comme une entité séparée et distincte de la culture au sens large, mais comme une dimension de celle-ci. En cela, le rôle du sociologue est de comprendre les variétés d'adaptation des adolescents dans la structure sociale. 2. Une défection normale. En psychologie comme en sociologie, la crise adolescente est normale, dans la mesure où elle évoque le travail des individus qui ne sont plus des enfants et se préparent à devenir des adultes. Or, le topic de la crise est dominant dans tous les débats relatifs à l'adolescence. Le portrait de l'ado dressé par la Vulgate est celui d'une personne mal dans sa peau et essaie souvent avec gaucherie de trouver sa place dans une société où la part des lieux de sociabilité adolescente est réduite. La crise dans ce cas serait l'expression manifeste du travail de subjectivation. Elle est une aventure, certes difficile, mais normale au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un mal nécessaire cantonné dans les limites de l'intégration sociale. En conséquence, on doit lire la défection par les jeunes générations des lieux organisés par les anciennes générations comme une réponse rationnelle des premiers aux attentes des seconds. De la sorte, les écarts dans les réponses sur les lieux d'accueil et de loisirs donnés par les enfants et les adolescents apparaissent moins comme une déviation voire une anomie, mais comme une action rationnelle élaborée dans un contexte d'attribution de statut et de réaction à celle-ci. Il s'avère que les enfants sont globalement satisfaits des lieux d'accueil jusqu'à l'âge de 11 ans, mais qu'ils s'en désintéressent après cet âge. NAF 2009. Une enquête menée auprès de l'ensemble des collégiens d'une commune de l'agglomération bordelaise confirme ce résultat. Elle fait apparaître un taux de fréquentation des deux centres d'animation relativement faible puisque seulement 30% environ des 12 à 15 ans les fréquentent, mais occasionnellement tandis que les autres ne s'y rendent plus, Zafran 2010. Un effet de ciseau existe entre la montée en âge et la baisse de fréquentation puisqu'à 12 ans, le rapport des adolescents à l'espace public est marqué par un retrait des équipements urbains. Si cette défection à 12 ans est normale, elle n'interroge pas moins l'action publique dont la finalité est de réguler le flux des personnes dans l'espace public. Elle préoccupe par ailleurs les opérateurs de terrain chargés de capter les jeunes, et qui pour ce faire commandent des diagnostics pour dégager des profils de besoins des adolescents construits à partir de questions relativement simples.
En d'autres termes, il suffirait de partir à la rencontre des adolescents et de leur demander quelles activités ils aimeraient faire, et à quelles conditions ils sont prêts à revenir à l'endroit qu'ils ont déserté. Cette façon de concevoir le problème de la défection des adolescents dérive d'une conception largement répandue des loisirs comme un point d'équilibre entre les besoins des adolescents et une offre de services adaptée. En conséquence, il suffirait de proposer des loisirs bien emballés et peu chers, voire gratuits, mais aussi d'élargir le spectre de l'offre pour faire revenir les adolescents dans les structures d'accueil. Pourtant, il ne faut pas espérer l'augmentation de la fréquentation des séjours après qu'il a été décidé une diminution de la participation financière demandée soit aux familles, soit aux adolescents. Il ne suffit pas de proposer des activités sensationnelles pour qu'ils y participent tous. Les structures de loisirs, aussi bien pourvues soient-elles et d'accès aussi peu onéreux soient-ils, n'afficheront pas un taux de fréquentation à la hauteur des espoirs que les opérateurs de terrain et les élus placent dans leur équipement. La raison est que le loisir des adolescents est autre chose qu'un ajustement des moyens et des besoins des adolescents. Pourquoi dans ce cas, la participation des adolescents reste faible ? On propose une explication par une sociologie des temps sociaux qui articule la condition moderne des adolescents à la structuration des temporalités adolescentes. Si l'on se penche sur la répartition des temps sociaux, on voit que le temps de l'école, la famille, les loisirs, les pairs coexistent avec le temps physiologique. Ces temps organisent le quotidien et lui confèrent un rythme qui dépend, pour une part, des caractéristiques sociales des adolescents ainsi que du contexte dans lequel ils évoluent. Sur un plan théorique, la structure des temps sociaux, pour être fonctionnelle, doit s'organiser autour d'un temps social dominant, SU 1995. C'est une condition de sa cohérence. Or, le temps social dominant de l'adolescence est le temps scolaire. Le temps scolaire, dans ses modalités d'application et son institutionnalisation, est le pivot de l'organisation et la répartition des temps sociaux de l'adolescence. 3. La fonction du temps libre. La centralité du temps scolaire dans la structure des temps sociaux est due à l'emprise de l'école sur la société. La démocratisation scolaire apparue dès les années 1960 a transformé les enjeux de la compétition scolaire, puisqu'elle se déroule désormais à l'école et non plus, comme par le passé, en amont des établissements scolaires. À partir des années 1960, la sélection des élèves n'est plus sociale, mais scolaire, en ce sens où les performances de l'élève sont une condition de l'accès à certaines filières délivrées dans les établissements les plus sélectifs. L'école est un espace où se joue une compétition scolaire, d'autant plus féroce que le lien peut être ténu entre le type de diplôme et l'insertion durable sur le marché du travail. Comme toute compétition, il faut s'y préparer et mettre de son côté tous les atouts pour réussir sa course. C'est la raison pour laquelle la compétition scolaire, qui se déroule au collège, se prépare aussi hors de l'école. En d'autres termes, la condition moderne des adolescents se caractérise par une dissociation du temps et de l'espace scolaire. Alors que par le passé l'imbrication du temps et de l'espace scolaire était très forte, la condition moderne des adolescents est marquée par la diffusion du temps scolaire à l'ensemble des sphères d'activité. Le temps scolaire déborde les murs de l'établissement, et en conséquence innerve les autres sphères d'activité. Désormais les adolescents vivent dans une société scolarisée, et en tant que tels sont tenus de grandir dans une emprise scolaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.